Merci à tous pour la qualité de vos interventions. Peut-être qu'il y a une réaction parmi nos intervenants des présentations que nous avons vues aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a des questions du public? Des questions des internautes, peut-être? Tout était très clair. Ok, bon, comme... Oui, oui, allez-y, monsieur Boisson. Simplement pour répondre à la représentante de Robin des Bois, puisque vous avez soulevé à juste titre le problème du gigantisme. Aujourd'hui, je voudrais d'abord dire que le gigantisme, c'est un phénomène, comme vous l'avez souligné, qui touche absolument tous les types de navires. Vous avez mentionné les navires à passagers, vous avez mentionné les porte-conteneurs, mais également les méthaniers sont touchés par ce gigantisme. Alors, je voudrais dire que sur le plan technique, puisque je travaille dans une société technique et en liaison donc avec des chantiers de construction navale, on en avait discuté aussi dans le cadre de l'IFM, je crois que tout le monde a reconnu que le gigantisme ne pose pas de problème sur le plan technique. Je veux dire par là que les navires géants bénéficient des toutes dernières avancées en matière de recherche et de développement. Il se trouve que la semaine dernière, il y a 15 jours, est entré en vigueur le plus grand porte-conteneur du monde, c'est le CMA CGM Marco Polo, qui fait 16 000 boîtes. Et ce porte-conteneur a fait l'objet, en plus de sa certification et de sa classification, de très nombreuses études techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait on a fait des analyses et des études pour savoir quel était le comportement de ce navire avec des trains de vagues, avec certains types de trains de vagues, quels étaient l'impact des vagues sur la structure de ce navire, ce qu'on appelle les études de slamming et de sloshing. Par ailleurs, donc ça c'est sur le plan intégration de la R&D dans la construction des navires et dans la classification des navires. Les sociétés de classification apportent d'ailleurs une très grosse assistance technique au chantier dans le cadre de ces navires. Je voudrais dire que sur le plan réglementaire, dès l'année 2000, l'OMI avait pris en compte le gigantisme des navires. Je me souviens que le secrétaire général de l'OMI avait à l'époque lancé un groupe de réflexion sur, à l'époque, c'était des navires à passagers qui faisaient 3000 ou 4000 navires. Et le secrétaire général avait lancé donc une étude qui a débouché sur un certain nombre de réglementations, dont un concept qui a vu le jour en 2006 et qui est entré en vigueur en juillet 2010, c'est le concept du retour au port en toute sécurité. Ce qui veut dire que sur ces grands navires géants aujourd'hui, on considère que le navire doit avoir ses capacités pour pouvoir résister à n'importe quel incident à bord, bien sûr dans un certain nombre de cas d'incidents qui ont été définis, mais il doit avoir les moyens en termes de propulsion, en termes de lutte contre l'incendie, de pouvoir revenir avec tout son équipage et ses passagers en toute sécurité au port. Et donc c'est une réglementation qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, qui est rentrée en vigueur. Les premiers grands cars ferry géants, le Tanit en particulier, en bénéficient et ont été lancés cette année. Et donc le gigantisme n'est pas absent de la réflexion des organismes de régulation et normatifs. Comme vous l'avez aussi très bien dit, le problème, finalement, ne vient pas de la technique ni de la réglementation. Le problème vient surtout des capacités d'accueil des navires, des problèmes logistiques de tirant d'eau. Mais je vois le dernier grand navire qui fait 16 000 boîtes, il n'a que 16 mètres de tirant d'eau. Et on n'ira pas beaucoup au-delà de cette limite, même pour les 18 000 EVP de chez Maersk. Il y a aussi le problème de la rotation de ces navires dans les infrastructures portuaires, donc il faut des dards suffisamment grandes. Il y a aussi tout le problème des portiques de déchargement. Aujourd'hui, on arrive à saisir les conteneurs sur des rangées de 23 boîtes. Je ne sais pas si on pourra aller beaucoup au-delà. Donc il y a des limites logistiques qui seront inhérentes.
Il y aura aussi des limites économiques qui seront inhérentes. On a bien vu dans les années 70, à la fin des années 70, l'arrêt des grands pétroliers qui faisaient 550 000 tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus économiquement rentables, pour des problèmes de chargement, pour des problèmes de soudage. Et enfin, il y a une dernière limite aussi que vous avez très bien signalée, et il y a peut-être une représentante de l'assurance dans la salle, ce sont les limites de l'assurance. Est-ce qu'un assureur pourra couvrir un risque navire à passagers où vous avez 5000 morts? Citoyens américains, j'insiste, citoyens américains. Il y a là aussi des plafonds de limitation qui vont forcément, à mon avis, limiter la taille des navires. Madame Ittard. Oui. Déjà, ce qu'on regrette, vous le savez bien, c'est que l'Organisation maritime internationale court après les catastrophes depuis SOLAS, c'est-à-dire depuis le naufrage du Titanic. L'OMI a toujours un train de retard. Et ce qu'on regrette, c'est le manque d'anticipation de la part de l'Organisation maritime internationale. Bien sûr, il y a des réflexions sur le gigantisme des navires. On les connaît, on les étudie, on les suit d'aussi près que possible. Et notamment l'application de la doctrine de retour au port en toute sécurité pour les navires à passagers. Ce qui finalement est disons, c'est le mythe du navire insubmersible qui ressuscite 100 ans après le Titanic. Et en plus de ça, vous faites par cette doctrine peser sur les commandants une responsabilité absolument gigantesque, à savoir prendre la décision de ne pas lancer le processus d'évacuation, c'est-à-dire vous lui laissez décider que le navire va pouvoir rester à flot pendant quoi. Et c'est une manière finalement, encore une fois, de mettre disons, de faire assumer les conséquences de la modernisation et du monde maritime avec tous ces effets pervers, il faut employer le mot, sur l'équipage. Parce que bon, tout à l'heure, vous avez parlé aussi des erreurs humaines. L'aléa humain est indéniable, bien entendu, sur un bateau comme dans une usine, comme dans une voiture, comme quelqu'un qui est en train de projeter des PowerPoint. Il y a toujours un aléa humain. Mais n'empêche que les commandants à qui on demande d'aller dire bonjour aux plus proches de la côte pour faire plaisir, etc., il y a quand même aussi, ils font partie de tout un mécanisme et le mythe du commandant seul maître à bord, malheureusement, n'est plus, enfin malheureusement, oui, en tout cas, c'est plus d'actualité. D'autre part, sur les porte-conteneurs qui, bien entendu, intègrent tout ce qui est recherche et développement, avec toutes les modélisations les plus avancées, les ingénieurs les plus compétents. Dieu merci, Dieu merci. Mais la difficulté, c'est, comme vous étiez d'accord avec ça, pour dire que c'est notamment l'intervention en cas d'urgence. Et c'est aussi que là, on est face à des navires, les plus gros navires, finalement, c'est les navires les plus récents. Quid du vieillissement? Quid de l'évolution de cette flotte? C'est-à-dire que les problèmes, à l'heure actuelle, c'est des problèmes, certes, on est face à des problèmes qui touchent potentiellement des bateaux neufs, mais ils vont vieillir comme tout le monde. Et donc, je pense qu'au cours des prochaines années, on ne pourra pas faire l'économie de réflexion, enfin de réglementation sur la taille des navires. Et vous avez mentionné tout à l'heure un futur paquet Erika 4 potentiel. Et on pense qu'en ce qui concerne les navires à passagers, il faudrait aussi un paquet Costa Concordia 1. Monsieur Charles-Henri Barsac, vous vouliez réagir? Je peux répondre vraiment très brièvement. Moi, je n'ai pas participé aux discussions lorsqu'on a conçu le concept du navire, du retour en toute sécurité. Je sais qu'il y avait une centaine d'experts dans une salle représentant plusieurs dizaines de pays différents, et tous les experts, quand on leur a demandé quelle est la solution pour les navires géants, ils ont dit le meilleur engin de secours d'un navire, c'est le navire lui-même. Ça, tout le monde l'a reconnu, et ça ne venait pas seulement de la part de certains armateurs. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Donc, c'est vraiment des querelles techniques sur lesquelles je ne suis pas trop compétent pour répondre. En revanche, quand vous dites que l'OMI n'arrive pas à anticiper,
Là, je ne suis pas d'accord parce que, d'une part, l'OMI a mis en place ce nouveau système normatif des normes en fonction d'objectifs où on n'attend pas que l'accident arrive pour fixer des normes de sécurité qui sont en fonction de la sinistralité qu'on veut obtenir. Et il faut là s'entendre au niveau international sur ce qu'on attend d'un navire en termes de sécurité et en termes de survie, ce qui est un problème politique extrêmement compliqué. Par ailleurs, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais il existe des méthodes qui sont mises aujourd'hui en œuvre pour justement ne pas attendre qu'une catastrophe survienne, mais pour essayer d'anticiper. C'est ce qu'on appelle les évaluations formelles de la sécurité maritime. Bon, il se trouve que l'une des rares fois où l'OMI a mis en place cette évaluation formelle de la sécurité, c'est quand on a parlé de la sécurité des vraquiers. Et les évaluations formelles de la sécurité des vraquiers concluaient tous qu'il fallait avoir des doubles coques aux vraquiers. Et malheureusement, il n'y a pas eu un consensus sur les conclusions des experts. Et les États, notamment tous les États du Sud, ont refusé qu'il y ait des doubles coques à des vraquiers. Donc, mais les méthodes existent et l'OMI utilise ces méthodes pour essayer d'anticiper au maximum les accidents et certainement pas attendre qu'elles surviennent. Oui, merci. Je voulais juste intervenir sur l'OMI rapidement. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'est l'OMI. Les organisations internationales, nous en avons beaucoup dans le monde entier. Certaines sont opérationnelles, vont sur le terrain, certaines interviennent, certains ont du personnel dans des pays, etc. L'OMI est une organisation qui crée de la norme, mais à 95%, c'est son seul objectif. Donc la norme, donc, quel que soit le pays, quelle que soit l'organisation, ça prend du temps à créer une norme, ça ne se crée pas en 2 mois. L'autre sujet, c'est que le monde maritime est un monde complètement mondialisé, qu'on le veuille ou non. Pour une création d'une norme qui s'applique au niveau du monde entier, si vous n'avez pas l'accord ou le consensus, cette norme est morte-née. Et c'est arrivé à plusieurs conventions. Des conventions qui ont été très vite adoptées, très vite créées, et qui sont, voilà, la convention HNS pour qu'on ait eu un protocole en 2010, combien d'échecs avant? Combien d'échecs? Parce qu'on a été trop vite, on n'a pas vu les problèmes opérationnels, les experts ne se sont pas assez portés, et ces conventions étaient inapplicables. Donc, la question du temps ne peut pas être reprochée à l'OMI, parce que c'est justement sa force, c'est quand une convention rentre en vigueur, ou quand elle est faite, elle est expertisée, il y a un consensus parmi toutes les parties. Donc voilà, après, je suis d'accord avec vous, entre une catastrophe et la réaction, mais je ne pense pas que ce soit le travail de l'OMI précisément de réagir dans l'actualité. On peut avoir un travail qui est intéressant, mais ce n'est pas le travail de l'Organisation maritime internationale. Voilà. Oh, il est en France. Bon, on ne va pas continuer des heures là-dessus, mais l'histoire quand même, notamment de Solas, montre qu'il y a eu au cours du siècle passé, à chaque fois, des normes, des mesures, que ce soit incendie, collision ou autre, prises après un accident. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire de l'OMI. Oui, merci. Deux, trois petites réactions à ce qui vient d'être dit dans la discussion. D'abord, sur le gigantisme. Je crois que si les assurances sont particulièrement exigeantes sur ce type de navire, c'est bien que les risques sont plus importants. De ce point de vue-là, si on a un curseur qui est absolument objectif sur les risques, c'est bien les assurances et le prix qu'elles font payer. Donc ça prouve bien que même si technologiquement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des avancées significatives, ne serait-ce que pour une raison, la quantité de boîtes et de matériaux et de on ne sait quoi du reste à répandre est très importante et que de ce point de vue-là, déjà, on a un risque très important. Et puis, je voudrais revenir sur votre dernière diapositive, 2 secondes, parce que, bien sûr, plus jamais ça, très bien. Le mais, excusez-moi de ne pas le partager, parce que, justement, on est bien d'accord pour dire qu'il n'y a pas une seule cause aux pollutions et aux naufrages. Il y a, et ce peut être ce qu'on disait, enfin une seule cause, ce peut être effectivement une cause liée à des bâtiments vieillissants, pas sûrs, etc.
ça peut être, comme vous le disiez, ça peut apparaître comme étant l'erreur humaine. Je dis bien apparaître, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le TK Bremen ou sur les RICA. Ce n'est pas des erreurs humaines. Les décisions n'ont pas été prises par les gens qui ont été, en quelque sorte, officiellement les décideurs. Donc l'erreur humaine, elle peut être elle aussi encadrée par une prise de décision collective ou par des interdictions, c'est-à-dire interdiction de sortir quand il y a un avis de tempête, par exemple, ou bien collégialité de la prise de décision, etc. Donc l'erreur humaine, elle fait aussi partie de l'absence de réglementation, à mon avis. Et puis enfin, sur l'OMI, moi, je vous le dis franchement, ça me fait froid dans le dos, je le sais juridiquement, mais ça me fait froid dans le dos d'entendre que les normes se prennent au consensus, parce que au consensus, ça veut dire à l'unanimité. À l'unanimité, s'il avait fallu, ou pas loin, c'est pas loin. Non, bon, bah, vous m'expliquerez. Mais en tout cas, au consensus, ça veut dire effectivement qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des temps longs. Normalement, une norme dans une démocratie, elle se prend à la majorité. Une réglementation, elle se prend à la majorité. Donc, bon, on ne va pas faire le procès de l'OMI, mais je voulais juste faire remarquer qu'une des raisons pour lesquelles ça prend du temps et qu'on est en retard, très souvent, c'est peut-être aussi parce que le mode de fonctionnement est celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas se priver de faire aboutir des normes d'abord dans les États, puis dans des regroupements d'États comme l'Union européenne. On le voit bien avec ce qui a été dit sur les vérifications. Et puis ensuite, l'OMI, dommage, je dirais, dommage. Mais puisqu'on a effectivement un organisme qui ne statue pas comme une démocratie à la majorité, qu'en plus, on a des États membres, et moi, ça quand même, ça me pose problème, je le dis, même si je comprends bien les problèmes, mais ça me pose problème que des pays qui n'ont pas de littoral interviennent et aient des pavillons et interviennent sur la réglementation de la même manière que les pays qui ont un littoral. Parce que quelque part, les dommages et les risques, les dommages, et les conséquences, ils n'en verront jamais la couleur. Donc il y a quand même un petit problème bon, bref, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une vision très finalement productiviste et pas protectionniste, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas attendre l'OMI, effectivement, mais anticiper et par les États, jurisprudence ERICA, j'espère jurisprudence Prestige, et par l'Union européenne, et plus tard peut-être, j'espère, par l'OMI. Alors, vous voulez réagir? Après, il y aura juste un mot. La collégialité dans la chaîne de responsabilité, surtout pas. Surtout pas. Il y a un responsable et un seul. Maintenant, il y a déjà une forme de collégialité, puisque chaque capitaine commandant de navire a son second capitaine et il a son chef mécanicien. Donc, suivant les circonstances, ils peuvent rapidement, éventuellement, évaluer. Et il se passe tous les jours des événements graves à bord de navires dont on n'entend jamais parler parce que, justement, la bonne décision a été prise. Alors, il y a deux questions dans le public. Je vais leur demander d'être très bref, autant dans la question que dans la réponse, puisque nous avons des intervenants qui doivent partir. Et je vais vous demander aussi de réfléchir à une préconisation très brève aussi. Oui, alors bonjour, Pauline Marchand du groupe international des clubs PNI. Alors en fait, on a parlé plusieurs fois de l'assurance au cours des débats et justement, je suis là pour pouvoir en parler aujourd'hui. Je voudrais juste revenir vite fait sur le régime de l'OMI et les décisions qui sont prises. Les décisions ne sont pas prises à l'unanimité. Après, on peut revenir là-dessus en dehors de cette conférence. On a aussi oublié de mentionner, on dit qu'il n'y a pas de réglementation applicable en ce qui concerne le transport de passagers. Ce n'est pas le cas puisqu'il y a le protocole d'Athènes de 2002 qui entre en vigueur l'année prochaine, enfin sûrement. On a aussi une directive un règlement européen qui met en place le protocole d'Athènes et qui sera en vigueur à partir de décembre. Par rapport à l'assurance, donc moi je représente les clubs PNI qui sont finalement 13 clubs PNI et qui sont liés par un accord de mutualisation au sein du groupe international.
Une partie des risques qui sont couverts par ces clubs PNI, c'est les risques de pollution, mais aussi les risques qui concernent le transport de passagers, l'équipage, etc., etc. Et finalement, on parle des limites de l'assurance. À mon sens, et d'ailleurs, les 13 clubs PNI qui font partie du groupe assurent à peu près 90% du tonnage mondial. Et la couverture qui est disponible au sein du groupe international va jusqu'à 7 milliards de dollars. Pour ce qui concerne le transport de passagers, enfin, les passagers et l'équipage, on a une couverture à hauteur de 3 milliards. Pour ce qui concerne les pollutions, 1 milliard. Donc voilà, je voulais juste nuancer les propos qui ont été émis à propos de l'assurance. Merci pour ces précisions. Monsieur Longuet, vous vouliez dire quelque chose? Oui, merci. Assez rapidement, mais juste pour témoigner de l'inflexion peut-être des choses aujourd'hui et du rôle très important que vous jouez tous. Comme certains le savent, l'association que je préside promeut les technologies, les équipements à bord post-accident, c'est-à-dire sur le navire, pour que le navire évite de polluer ou polluer moins. C'est une petite révolution au niveau technique. On a beaucoup été aidé, on est beaucoup aidé par les ONG pour infléchir cet état d'esprit qui règne aujourd'hui au niveau du maritime. Le plus gros porte-conteneur du monde a été évoqué, il est équipé de nos technologies. Le Bureau Veritas est le premier à avoir acté de cette notion technologique par une classe notation. Et l'OMI aujourd'hui a intégré, et grâce aussi aux ONG, a intégré ces nouvelles technologies. Et je dois dire que c'est une première, et on l'a vécu à différents niveaux. En revanche, tant que les clivages n'ont pas été levés, et c'est vrai que l'OMI a été le théâtre de cela, de lever de clivage entre les ONG, entre les responsables techniques et les responsables des différents corps qui font le maritime, grâce à cette notion arctique a été levée, d'un seul coup, les choses ont pu s'entendre de façon très raisonnable. Et je voulais juste dire cela, parce que c'est important, et je pense que l'avenir de nos océans, la protection de nos océans, passe par ces interconnexions qui sont faites, et par quelques pionniers aujourd'hui qui actent de ces avancées, et je remercie encore. Je vais vous demander vos préconisations pour des mers plus sûres. Monsieur Boisson, vous commencez, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit, puisque vous avez le micro. Non, juste, encore une fois, insister sur le facteur humain. Le facteur humain représente 80% des accidents maritimes. Et je ne suis pas sûr que la communauté maritime internationale l'ait parfaitement intégré, ou alors on l'intègre uniquement au niveau de la navigation, des navigants, mais il y a tout le reste. Il y a, les chantiers navals doivent intégrer l'élément humain aussi dans la manière dont ils construisent des navires, dans la manière dont on répare les navires, dans la manière dont on classe les navires et dont on contrôle les navires. Donc je crois que la manière dont on exploite les navires, il y a le code ISM, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut aller bien au-delà. Et les avancées notoires qui auront lieu à l'avenir, ça portera très certainement sur une meilleure intégration de l'élément humain. L'idée, c'est de placer l'homme au cœur du système de la sécurité maritime. Monsieur Meurier, allez-y. Vous voulez faire une petite préconisation pour des mers plus sûres? On demande à tous les intervenants de réagir. Hélas, ne nous faisons pas d'illusions. Personnellement, j'estime que l'évacuation de 8000 personnes sur les grands fers à repasser que l'on voit sur les océans aujourd'hui, ce n'est pas sérieux, c'est impossible. Le Concordia est un très bon exemple. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas rêver de naufrage dans de meilleures conditions, si j'ose dire. Il y a quand même eu pas mal, 30 morts. Voilà. C'est impossible. Donc, je pense qu'il faut être sérieux. Et l'argument des croisiéristes de dire « Ah oui, mais il faut offrir des croisières à des prix abordables pour que tout le monde puisse faire une croisière ». À ce moment-là, envoyons tout le monde à la station orbitale à des prix raisonnables. Ce n'est pas sérieux. Il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire. Maintenant, il est vrai, comme le rappelait Philippe, que la construction des navires a fait d'énormes progrès en ce qui concerne les porte-conteneurs, en ce qui concerne les vraquiers, en ce qui concerne les pétroliers, mais les cars ferrés
resteront toujours, du fait de la nécessité d'un pont-garage, le contre-exemple de la sécurité. Et je ne vois pas de solution. Ou alors, on change le mode de transport. Donc, il faut un équilibre dans ce que l'on veut obtenir et dans ce que l'on peut obtenir. Le risque sera toujours là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument des capitaines responsables et qui puissent diriger leur bord et non pas recevoir, comme c'est le cas maintenant en quasi-permanence, des messages Internet pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Charlotte ? Merci. En complément de ce qui vient d'être dit, alors déjà, je voudrais préciser, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de règles pour les navires de croisière. J'ai dit qu'elles n'étaient pas adaptées au monde actuel de la croisière. Il y a une différence. Et effectivement, la règle SOLAS de 30 minutes pour évacuer, à l'heure actuelle, sur les navires tels qu'ils sont conçus, ça n'est pas possible. Le Costa Concordia, il y avait relativement, enfin, il n'y avait que 4000 personnes. Il s'est couché sur le flanc, il n'a pas sombré. Effectivement, c'était les conditions idéales par mer calme, et pourtant 30 morts. En préconisation, à notre avis, chez Robin des Bois, on considère qu'il y a une urgence. C'est le retour d'expérience du Flaminia, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des plans particuliers d'intervention, des plans d'organisation interne, ou un autre nom, mais en tout cas, des plans opérationnels dans des ports choisis pour que la doctrine du port-refuge puisse s'appliquer dans des bonnes conditions de sécurité pour les riverains également de ces ports, pour les collectivités locales, pour tout le monde. Et là, on a vu qu'il y avait une grosse lacune. Il faudrait aussi plus que songer, ouvrir le fameux chantier de démolition, de déconstruction de navires en France pour consolider les filières qui peuvent exister en Belgique ou en Angleterre. Ça nous permettrait de faire de la déconstruction et non pas de la démolition en haute plage. C'est un enjeu aussi puisque les navires qu'on ne peut pas démolir en Europe partent après se faire démolir en Asie, en Inde, au Pakistan, Bangladesh principalement, dans des mauvaises conditions. Et parfois, alors qu'ils sont refusés chez nous pour des raisons de sécurité et qu'ils soi-disant partent pour se faire démolir en Asie, finalement, une fois loin des contrôles, renaviguent dans des mers moins sûres et moins contrôlées que les nôtres. Ce ne sont que deux éléments, mais il y en a beaucoup d'autres. Non, allez-y. De toute façon, j'en ai pour 1 minute. Moi, je dirais que, en première, je vais en donner 2 si c'est m'autorisé. La première, c'est que la jurisprudence de l'ERICA, notamment le préjudice écologique d'une part et la chaîne de responsabilité d'autre part, deviennent normes internationales, alors en passant par toutes les phases nécessaires, on ne va pas revenir sur, et notamment sur l'OMI, mais notamment par le biais d'une directive européenne pour commencer. Deuxième recommandation, concerne la question de la prise de décision de départ d'un navire en cas de météorologie à risque. Moi, je vais faire une rapide conclusion. Je voulais juste dire que l'Organisation maritime internationale est avant tout une organisation où l'on travaille beaucoup, où beaucoup d'experts viennent, beaucoup d'experts travaillent. Les gens du Bureau Veritas sont très présents, et beaucoup de gens s'investissent, et les portes sont ouvertes. Donc, c'est-à-dire que moi, je verrais d'un très bon œil si des ONG ou plein d'organisations amenaient leurs experts pour qu'ils puissent être discutés pendant les séances, pendant les groupes par correspondance, parce que c'est comme ça que les choses avancent en fait. C'est parce qu'il y a des gens, des experts qui travaillent et qui échangent et qui avancent. Donc voilà, c'est ça à mon avis, la chose importante à comprendre, c'est que c'est une organisation qui est ouverte, mais où il faut travailler, beaucoup travailler, et c'est une question primordiale, parce que sinon, on va trop vite. Marie ? Je vais donc terminer. Donc moi, ma préconisation, j'en ai 2 en fait. Donc plutôt une générale qui va dans le sens de la redéfinition plus fine du rôle des bénévoles et des non-professionnels dans les processus de réflexion et de prévention des pollutions, et notamment dans les guides d'action sur le terrain, à l'occasion
des catastrophes type TK Bremen dont j'ai pu parler. Et enfin, quelque chose qui reprend des informations qu'on a entendues hier à de nombreuses reprises, la nécessité de rendre accessibles les données sous forme de géoportail. Je pense à une initiative qui a été prise par la région Bretagne de mettre en place ce type de portail de données. À nouveau, les non-professionnels, les bénévoles ont besoin d'avoir accès aux données environnementales, à l'ensemble des données environnementales, que les professionnels redescendent vers les non-professionnels afin de nourrir la réflexion, les échanges et de rendre possible une meilleure place des bénévoles au sein des processus de discussion. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour la qualité de vos interventions. Je vais appeler les personnes du workshop 6. Moi, je pense qu'on peut applaudir aussi. C'était très intéressant. Donc, le workshop 6, quelle loi pour nous protéger? Je vais demander à la modératrice Antilla Torres de venir sur scène et aussi aux participants. Donc, Monsieur Renaud Lagrave, Monsieur Pierre Carleskind, Madame Perrano, Monsieur Kovarik, Monsieur Rutte, je ne sais pas le prononcer, il se présentera mieux que moi, et Monsieur Damien Périssé. Merci beaucoup.